surtout au cours de la COVID-19, quel rôle ils ont eu à jouer. Alors, donc, pour y arriver, donc, comme la modératrice vient de le dire, je vais d'une façon globale parler de ce rôle apporté par la société civile et ça va être complété par mon collègue Augustin Docla. Alors, donc, pour y aller, juste une petite introduction. Pour commencer, et nous allons approfondir un peu sur les rôles joués, une conclusion avant que lui n'intervienne. Donc, nous savons tous qu'on était dans le souci, tous, de mettre fin au VIH en 2030. C'était le souci partagé par tous les pays. Et ces dernières années, on a effectivement constaté que dans tous les pays, des efforts ont été faits, beaucoup de stratégies ont été développées pour atteindre les objectifs de l'UNICEF 395, 95, 95, 95. On était là, mais on a constaté également que, eh bien, il y a encore des écarts. Dans beaucoup de pays, on est encore loin d'atteindre les 3,95. C'était le souci. Et brusquement, il y a une invitée surprise qui est arrivée en 2019. C'est la COVID-19. Et cette invitée a fait tellement de ravages et que ça a même bloqué pratiquement toutes les activités. Alors donc, ça constituait pour nous alors une grande menace. C'était une menace. C'était alors une menace pour le monde entier par rapport aux acquis de la réponse au VIH. Alors donc, ça a même été constaté à un haut niveau et permettez-moi de citer ici ce que disait la directrice exécutive de l'ONU-SIDA dans son rapport bilan mondial de 2020 où elle disait, je parle de Madame Winé, elle disait la réponse au VIH pourrait connaître un bond en arrière de 10 ans si la pandémie de COVID-19 interrompt gravement les services de lutte contre le VIH. C'était là ce que disait la directrice exécutive. Et c'était vrai, puisque aucun pays n'a été épargné. Comme je le disais, les activités ont été bloquées. Mais que faire? Que faire? Donc, en Afrique occidentale, et précisément au Togo, eh bien, il y a eu des réactions. Des réactions. Donc, de commun accord avec le gouvernement, eh bien, comme le savons déjà, la société civile a eu, dans la réponse, a joué un grand rôle en matière de prévention contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH, SIDA. Le rôle de premier plan, c'était la société civile. Prévention, prise en charge, soins, traitement, cela, c'est la société civile qui était au devant. Donc, et pire encore, vous allez voir qu'il y avait des communautés qui étaient difficilement touchées. Et c'est grâce aussi à la société civile que des services ont été offerts à cette communauté. Je vais parler des populations clés, qui ont été les grands oubliés. Donc, grâce aux efforts de la société civile, eh bien, des services ont été offerts. Mais avec la COVID-19, eh bien, c'est un blocage total. Comment faire? Au Togo, particulièrement au Togo, eh bien, je parie que ça a été la même dans presque toute la sous-région. Eh bien, de commun accord avec les programmes nationaux, il y a eu des réajustements qui ont été faits. Des réajustements ont été faits. Et pour renforcer la prévention, par exemple, eh bien, des plateformes ont été développées, des plateformes ont été renforcées pour renforcer la sensibilisation en lien avec la COVID-19. Et ensuite, également, il y a des actions de plaidoyer qui ont été menées pour l'intégration des droits humains. Et nous avons aussi, au Togo surtout, les organisations de la société civile ont contribué énormément
contribué énormément à revoir leur stratégie pour offrir des services aux populations en général et surtout aux populations clés. En mettant en place, par exemple, par rapport aux personnes vivant avec le VIH, eh bien, on a revu un peu comment assurer la distribution continue au PVVH. Donc, et c'est la dispensation multi-mois qui a été adoptée par le pays, et donc, au-devant de ça, c'est la société civile. Donc, nous avons également revu, alors, pour offrir les tests de dépistage aux gens, il faut revoir les approches. Comment faire? Il y a l'autotest qui est rentré dans le jeu. Donc, nous avons intégré également par rapport aux populations clés la PrEP et beaucoup de stratégies que nous avons mis en jeu pour que les services soient offerts aux différentes communautés et de façon efficace et continue. Donc, voilà, je voudrais en gros dire que la société civile a joué un grand rôle. Un grand rôle a été joué par la société civile, bien sûr, dans la résilience contre la COVID-19. Eh bien, nous avons joué le rôle de premier plan. Et nous pourrons également dire que c'est grâce aux expériences et aux leçons apprises de la réponse contre le VIH qu'on est arrivé à facilement atteindre les objectifs. En l'occurrence, je pouvais dire que nous avons mis en pratique un certain nombre de choses. Par exemple, l'index testing, par exemple, a été utilisé au cours de la COVID. Et c'est quelque chose qui avait commencé avec le VIH. Oui. Donc, nous avons appris beaucoup de leçons avec la COVID et nous espérons que même avec les futures pandémies, eh bien, les leçons apprises, nous allons continuer à les mettre en valeur pour qu'on puisse rapidement atteindre nos objectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, j'appelle Augustin pour complémenter la présentation du Togo. Merci. Moi, c'est Augustin Dokla, comme on le disait tantôt. C'est un honneur pour moi d'être là et de pouvoir partager avec vous cette expérience de notre réponse contre la COVID-19 dans le cadre de la lutte contre le VIH. Alors, si nous n'apprenons pas de nos leçons, je pense que c'est un véritable gâchis. Et le Togo aussi a appris énormément de la lutte contre le VIH. Souvent, je me permets de le dire fièrement. Au Togo, nous étions en avant-garde de la lutte. Lorsque, à la limite, le gouvernement hésitait à aller devant la lutte contre le VIH-Sida au Togo, nous, les organisations de la société civile, nous avons mis le pied dans le plat pour pouvoir dévancer et maintenant entraîner ou traquer le gouvernement à suivre notre pas. Les meilleures expériences ont été faites en milieu communautaire. Les plus belles expériences que le programme national de lutte contre le sida et le conseil ont captées pour pouvoir le généraliser à l'échelon du pays. Lorsque ce foutu virus est arrivé comme Covid et qui a tout bloqué, ça n'a pas épargné le Togo comme mon prédécesseur l'a dit. Mais nous nous sommes réadaptés et nous avons réagi promptement à ça, en réorientant toutes nos stratégies, en accélérant les nouvelles directives de prise en charge du VIH,
en recherchant des informations précises sur la COVID, parce que ça nous est tombé dessus. On n'avait pas assez d'informations. Tout le monde se cherchait. Et c'était une véritable catastrophe. Alors, nous avons également rapidement commencé, au vu des informations que nous avons, des formations en ligne des différents acteurs, notamment au niveau des organisations, pour la prévention et dans le cadre de la transmission de la COVID. Mais également, nous avons cette expérience en termes d'utilisation des TIC qui nous ont permis rapidement d'atteindre notamment la ligne verte et l'utilisation des réseaux sociaux pour atteindre les gens les plus reculés. Parce que, arrivé à un moment, tout notre pays a été bouclé. Il y a des checkpoints. Vous ne pouvez pas quitter d'une région, aller dans une autre région sans rencontrer des difficultés. Mais en même temps, nous avons aussi mobilisé des ressources techniques et financières et logistiques pour pouvoir adresser véritablement le travail. Nous avons réadapté nos différentes stratégies contre cette pandémie et nous avons réorienté certaines lignes budgétaires qui étaient là, qu'on ne peut plus utiliser dans le cadre de Covid pour financer d'autres actions. Alors, quel est l'impact de notre action? Parce que ça ne veut pas se faire voir, je suis désolé, sinon vous devez les voir. Alors, tout ce que nous avons mis en place, ça a un impact réel dans le cadre de la lutte. Cet impact, c'est que nous n'avons pas cessé de fournir les services en termes de dispensation, en termes de dépistage communautaire, tout ça là. Nous avons continué par fournir les services en essayant d'aller vers les populations. Nous avons continué aussi par distribuer les kits de protection que nous avons reçus avec l'appui des différents partenaires, notamment l'ONU-SIDA qui était notre premier partenaire, le Conseil national de lutte contre le sida, qui nous ont soutenus pour pouvoir apporter ces différents appuis-là aux organisations à l'intérieur ou à l'échelon du pays. Nous avons continué par sensibiliser les gens sur tous les médias. Nous avons déployé un certain nombre d'acteurs dans tous les médias de proximité pour qu'on puisse continuer par fournir les services. Parce qu'entre-temps, les PVVH étaient désorientés. Les services ont été bloqués et on ne peut pas accéder. Mais chacun se pose la question. Mais nous avons également, en termes de communication, conçu des affiches que nous avons mis à disposition à l'échelon du pays et appui financier aux différentes organisations communautaires pour des visites ou pour faire les dispensations au sein de la communauté. L'expérience à partager avec vous qui êtes ici présentement, c'est tellement que vous avez d'autres expériences à partager avec nous. Bon, l'expérience du début de la lutte contre le VIH-Sida au Togo nous a quand même reconfortés dans notre démarche et nous n'avons pas baissé le bras. Parce que des fois, je me place fièrement à le souligner, il est arrivé au Togo que nous sommes allés jusqu'à 70% en termes de mise sous traitement au niveau communautaire. C'est formidable. Aujourd'hui, nous tournons autour de 30 à 35%, mais je pense que prioritairement, c'est pour le gouvernement et il est en train de récupérer et je les félicite. Alors, il y a l'engagement et la mobilisation des acteurs. Ça a été resté intact. It's very speed. Yes, okay. Thank you. Alors, il y a également l'engagement et la mobilisation des acteurs communautaires. Nous avons mobilisé tous les acteurs communautaires, notamment si vous prenez le réseau des associations de personnes vivant avec le VIH que je dirige, nous avons plus de 200 bénévoles sur l'ensemble du territoire qu'on a mis à contribution pour ces différentes sensibilisations. L'engagement et la mobilisation de ces acteurs, le travail de synergie entre les différentes organisations. Nous sommes déjà regroupés au niveau de la plateforme des OSC qui regroupe environ 200 organisations et nous avons tissé un lien de synergie pour la complémentarité dans l'action. Maintenant, nous avons également en termes de problèmes informationnels, gérer les rumeurs. C'était aussi un gros défi lorsque c'est arrivé. Ce n'était pas évident, mais on a aidé à gérer les rumeurs autour de la COVID en lien avec le VIH et surtout l'impact assez accru sur les populations clés. La mobilisation communautaire pour la vaccination aussi. Ça a été également une réussite où tout le monde hésitait, mais nous avons pris notre bâton de pèlerin. Nous sommes allés dans toutes les régions, dans toutes les préfectures
pour également accompagner les populations et à les sensibiliser. La sensibilisation assez sur la co-infection COVID-VIH également était formidable et ça nous a permis de pouvoir avancer. Alors, je voulais conclure, si vous voulez. À l'instar des autres pays, le Togo n'est pas épargné par la crise covidienne. Et cette crise-là nous a quand même apporté une résilience, notamment au niveau des organisations communautaires, et a permis de continuer par fournir les différents services. Les stratégies mises en œuvre ne sont pas déroulées sans obstacles ou sans défis, mais nous sommes réadaptés pour pouvoir continuer par fournir. Parce que l'objectif ultime, c'est que les services ne s'estompent pas, que les services soient toujours continuels pour appuyer. Alors, nous avons reçu quand même pas mal d'appuis financiers au niveau du Conseil national de lutte contre le sida, au niveau de l'ONU-SIDA également, qui est notre premier partenaire, ITPC également, et d'autres acteurs qui ont mis leurs pieds dans le plat. Je vous remercie et merci pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, Augustin. Alors, à l'écoute de ces deux interventions, nous pouvons retenir rapidement que la pandémie de COVID-19 a eu des conséquences importantes sur les interventions de la société civile, particulièrement au Togo. Et les mesures de confinement, les restrictions de déplacement et la perturbation même des services de santé ont rendu vraiment l'accès aux soins et au traitement du VIH plus difficile pour de nombreuses personnes vivant avec le VIH. Alors, pour faire face à cette situation, nous l'avons écouté, la société civile au Togo s'est organisée pour assurer la continuité des services communautaires malgré les défis liés à la COVID-19. Les organisations ont adapté leurs programmes en mettant en place des initiatives telles que la distribution de médicaments à domicile, la dispensation multimois, le dépistage communautaire, l'autotest et la sensibilisation et la formation en ligne. Elles ont également renforcé leur rôle de plaidoyer pour veiller à ce que les droits et les besoins des personnes vivant avec le VIH soient protégés et défendus pendant la pandémie. Alors, merci beaucoup pour ces deux interventions. Nous allons donner la parole à notre troisième intervenante. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de donner aussi la parole à notre dernière intervenante et non des moindres, Toyin Chukwuduzi, directrice de EVA au Nigeria, qui nous partagera ses perspectives sur la mobilisation sociale, l'engagement communautaire avec un focus sur les jeunes et les jeunes filles particulièrement. Toyin, you have the floor. Merci beaucoup, Pape. Je vais parler en anglais. So I'm really happy to hear also the experiences from Togo because it's very similar to what we experienced also in Nigeria. And I'm thankful for the background that you have given about the role of civil society. We know that it is very important. We cannot say that enough. And so in general, yes, we also had to step in as civil society. As you know, the lockdown confused all of us and we did not know exactly what to do. I mean, when I say all of us, all the stakeholders involved. However, in our usual fashion as civil society, we are always thinking about, you know, how are we going to serve our communities, how our communities are going to cope with some of these challenges. And so for us in Nigeria, we really played a crucial role as civil society in providing services to our communities, especially for young people and women. And also just even being instrumental in helping the government to think through, you know, the way forward with all of the services and that were halted at the time. Some of the things that we did, similar to what our colleagues from Togo have shared, was advocacy, really, because there was a lot of misinformation flying around during the lockdowns and, you know, around COVID. And when it comes to communities of people living with HIV, you know, people were also having a lot of misinformation around the fact that, oh, because someone lives with HIV, I mean, that was part of the information that was being spread. They have a compromised immune system, and so maybe they can transmit COVID as well, you know, and all kinds of things that were flying around. So there was a need to really bring people back to, okay, these are the facts that we have always known about HIV transmission.
this is what we know about the COVID-19. And, you know, we use different media to put forward those facts about COVID, about HIV. Fortunately, we had the opportunity to engage in things like radio programs because a lot of people were at home, but they were at least listening to the radio. So we use that medium to also continue to spread the facts and debunk the myths and misinformation that was spreading around COVID-19 and HIV. But as part of advocacy as well was us engaging government to say that we know that typically access to services for women and young people is challenged, and that, you know, this is even increased because of COVID-19, and that we need to do more to ensure that they are reached with the essential services. Also, like you have shared, HIV testing services did not halt because, of course, civil society stepped in to continue what they had always done, providing mobile testing and ensuring that people were still able to access testing services. And I think one of the biggest thing was the treatment adherence support, because COVID had a huge toll on everybody, but for people who had to refill their medication, we know that the movement restrictions posed a big challenge. And even for civil society, because I was going to say that at the end when I speak about the challenges, but I can say it now. In the beginning, when they categorized essential services, you know, and people who could move around with passes, civil society organizations were not categorized as people who were providing any form of essential services. So if you were not a doctor working in the, you know, maybe in the isolation centers or working in hospitals, or, you know, those kind of people, you are not an essential worker to move around. Until, you know, as part of advocacy, we began to say that we have our communities, we have our constituencies in places that are hard to reach, in places that, you know, this whole movement restriction would limit their access to, you know, services, and you need to let us get to our constituencies. And so it began to loosen up a bit. And so treatment adherence support improved because, you know, there were initiatives by you know, the associations in Nigeria, such as like the Association of Women Living with HIV started something called the community pharmacy. And so somebody goes to the facility, picks up medication, you know, on behalf of their community and delivers to their doorsteps. This also happened with adolescents and young people living with HIV, where there was that middle person who goes and picks up, you know, the refills and moves to the person who needs it, because not everybody could move around at that time. So it was also key that, you know, civil society stepped in that way. And another important part was mental health and psychosocial support. A lot of us dealt with, you know, the impact of the disruption on our lives. For some of us, this will be the first time we have ever experienced something like that in our lives. And so it had its own mental toll that it took on us, especially for young people and women, living with family that might not be supportive, young key population living with family that, you know, they have to really deal with, you know, living with them in the confines of a lockdown. And there was a lot of stress, and people reported depression, people reported, you know, all kinds of mental stress. So we still used, you know, similar programs that we have used in the past to provide counseling services to communities using mobile phones, using the hotlines and other kinds of services to still provide mental health support and counseling to our constituencies and our communities, you know, just reassuring people that they weren't alone, that what they were dealing with, you know, that there's a community of support that they can still tap into. So this was something that was vital. And I would say here that when you look at the big picture, it is only civil society and communities who really understand what their own communities are going through that could have been able to come in and provide that kind of support. A lot of what our government was doing, because of all the huge impact of COVID, would not maybe have let them think about that early enough.
And by the time they were catching up on this, we had already started providing this kind of services for our communities. We were also using even social media, to put out that kind of information and be like, you're not alone. You can call this line, you can speak to somebody to deal with, just to talk about what you're having to deal with. And that was something that was very critical. Another thing was educational and vocational support. So when you're working with adolescents and young people, you know that we all live, multifaceted lives. Like, our lives are not just about our health. There's other things that affect us. And education was halted, of course. And even access to maybe some kind of finances, because of what we were able to do before to earn a little money, was also halted. So there was also need to think about what kind of educational support could be offered to especially young people in that time, and vocational support as well. Even though this came a little bit later, as we started to understand the pandemic a bit. So I'll just spotlight two major examples. One was the Association of Young People Living with HIV in Nigeria, and how during this period, at least with some support from some funders, they were able to provide this door-to-door medication delivery for ARTs. And also, it was just beyond even providing medication. So like I said, I mentioned about psychosocial support. You also really just sitting and hear, like, are you okay? Is there something you want to share? Is there something that, we can get additional support from somewhere? It's not like we have all the answers, but at least we might be able to, ask someone who can ask someone to provide this support. So for a period of about 3 months, APIN reached about 198 young people living with HIV with some kind of relief. And it wasn't just ARTs, they were also providing nutritional support. They were also providing some stipends for transportation. And one of the big things, of course, during the COVID was the PPEs, personal protective equipment. I think I got that right. And so, there was a lot of fuss around the PPEs at the time. Now, in the beginning, the masks seemed like a luxury. And so one of the things that was also provided for people was those PPEs to also keep themselves safe during the COVID pandemic. There was a lot of sensitization happening as well. Am I too fast? 1 more minute. Okay. I'll try and wrap up. So there was a lot of sensitization happening as well to educate young people around the COVID. One of the key successes that we would also say was recorded was that we were able to engage the states, the SACAs. So at the national level, it's the NAC or NACA, like we call it. At the state level, we have SACAs. We also were able to get them to join us to go for some of those kind of visits. And that kind of boosted moral support for adherence for young people. I'll jump quickly to, what the women were doing. I said also that they also did this model of community pharmacy, of picking up medication and giving their communities. But apart from that, a key thing that was also done was that, for us in Nigeria, there was a huge spike in gender-based violence during the pandemic, and especially for women living with HIV. So there was increased violence, and also civil society had to really step in for improving, providing more information around GBV, providing information about referral, where to report cases, what to do, because there was already a bigger movement of GBV response happening within the pandemic. So the women were also, connecting community members to this services and to counseling, to reporting, and so on and so forth. There was also conditional cash transfers that were done. Women also bear a brunt of domestic care at home, and that was also key. Since their businesses, some of them, access to their economic and livelihood support was also reduced. I've mentioned some of the challenges that we had, the limitation in resources that civil society have for a rapid response. And so that's something excuse me, okay. please, can you summarize? Yes, I'm Thank wrapping you. up.
So that's something that we also need to consider, that we know what to do when these things happen, but we are also limited with resources to be able to respond rapidly. We had collaborated with government, and we know that we can improve this kind of collaborations in the future for, like you said, future pandemics, and learn from the lessons from this COVID pandemic. Thank you very much. Thank you, Toyin. En résumé, les OSC du Nigeria, en collaboration avec le gouvernement, ont joué un rôle déterminant et ont fait preuve de résilience, malgré les nombreuses difficultés qu'ils ont rencontrées pour fournir des services communautaires essentiels aux femmes, aux enfants, aux adolescents et aux jeunes touchés par le VIH au cours de la pandémie. Des initiatives ont permis aux communautés de continuer à prendre leur traitement sans interruption pendant le confinement. Des efforts essentiels ont été faits pour garantir que les communautés continuent à recevoir les soins, le soutien et les ressources. Elle a cité comme exemple les pharmaciens communautaires, les mères mentors qui récupèrent aussi les médicaments dans les établissements et les livrent au domicile des personnes vivant avec le VIH et fournissent des services de soins à domicile. I have a very bad English, but I miss probably some of your words. I'm sorry. Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier les intervenants pour ce partage d'expériences du Togo et du Nigeria. Mais il serait très important aussi maintenant d'écouter de votre part si vous avez des expériences pareilles ou bien si vous avez des questions. Donc, la discussion est ouverte pour ceux qui veulent intervenir. Des questions, des commentaires ou des partages d'expériences, comment vous avez? Merci. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Joanne Isidore Hippolyte, je viens d'Haïti. Alors, merci aux panélistes pour le partage d'expérience. Ma question s'adressera au Congo parce que j'aimerais vraiment savoir comment a été l'expérience entre la société civile et le gouvernement. Comment était la collaboration entre vous? Donc, j'aimerais vraiment avoir une idée. Merci. Merci. On va prendre encore un ou deux. Augustin. Merci beaucoup, merci madame pour cette question. Alors, la collaboration entre les organisations de la société civile et le gouvernement, il y a eu une très bonne collaboration, mais ce n'est pas facile du tout. Il y a eu une très bonne collaboration, ce n'est pas facile. Nous ne sommes pas en conflit. C'est le gouvernement qui incarne toute la réponse, et c'est le gouvernement qui nous a autorisé, qui nous a cédé un bout de pouvoir à mettre en œuvre des activités au niveau communautaire. Mais il y a ce qui est dit et ce qui est aussi fait sur le terrain. Mais spécialement dans le cas du Togo, on a quand même une très bonne collaboration. Des fois, il y a aussi des discussions assez houleuses et même des fois qui nous envoient dans la rue pour manifester, pour dénoncer ce qui ne va pas. Bien sûr, on tape sur nous, mais c'est de bonne guerre. Eux aussi sont dans leur rôle, nous sommes dans notre rôle. Vous voyez? Mais ce qui est important, c'est d'utiliser les cadres de concertation qui existent dans le pays pour définir les grandes stratégies de la lutte contre les maladies dans le pays et à travers ces différents documents qui vont être votés au niveau national consensuellement ou qui vont être votés d'une manière ou d'une autre et que vous utilisez ces mêmes documents pour pouvoir avancer. Maintenant, dans les discussions avec le gouvernement, vous n'irez pas auprès du gouvernement ou
des institutions pour dire, ah, il y a la maladie à Port-au-Prince ou il y a la maladie. Non. Au vu de vos données, parce que c'est le pays qui dispose des données, il y a plus de problèmes ici et là. Menons des actions vers cet endroit-là. Merci. Si je peux me permettre pour ajouter à ça, parce que moi je suis aussi au Togo, je peux vous dire qu'au début de la lutte, quand il y a eu le Covid, le gouvernement avait commencé à mobiliser d'autres structures pour faire la sensibilisation et parler du Covid. Et ça ne passait pas parce qu'ils n'avaient pas l'expérience de faire ça. C'est comme ça qu'un peu immédiatement, certains ont rappelé, mais on a déjà l'expérience, on a accumulé plein d'expériences avec la lutte, la réponse contre le VIH-Sida. Pourquoi ne pas utiliser cette complémentarité qu'il y a eu entre l'action gouvernementale et l'action communautaire qui a donné des résultats là? Pourquoi ne pas utiliser ce même système? Et la communauté aussi, ils étaient déjà prêts à faire leur action. Donc, ça a permis une ouverture, une complémentarité avec le soutien particulièrement de l'ONU-SIDA, de l'OMS et d'autres partenaires. Ça a pu vraiment changer l'allure de la réponse pour le Covid. Vraiment. C'était un partenariat très important. Il faut qu'on se rappelle toujours qu'à chaque épidémie ou pandémie, on ne va pas recommencer à créer des structures ou autres. Ça, c'est les leçons qu'on va tirer vraiment de la réponse au Covid au Togo. Merci. Alors, juste quelques mots, juste pour dire que vraiment, on est en bon terme avec le gouvernement. Le docteur vient de le dire, mais ça n'a pas été facile au début. Mais ce que nous retenons ici, il y a toujours des cas de concertation qui nous regroupent et qui nous permettent de définir les actions communes d'accord. Pour preuve, nous avons ici dans la salle, la délégation togolaise est accompagnée par le coordonnateur national adjoint du CNLS, ce qui veut dire que nous sommes en parfaite collaboration avec le gouvernement. Merci. Je crois qu'il y a une... Oui. Thank you very much. My name is Fortune Chibamba from Zambia, and thank you very much for sharing these very, very wonderful highlights regarding COVID and the response to HIV and AIDS. Yeah. Microphone. Thank you very much. My name is Fortune Chibamba from Zambia, and I greatly appreciate sharing the highlights that we experience with COVID and as they relate to HIV and AIDS. And I just want to also emphasize and put a point that yes, indeed, we did see the power of collaboration during the COVID era, but I think the collaboration was beyond government and civil society. For example, in Zambia, we also saw the private sector coming onto the table to provide resources and also making donations of resources to complement what government could do, and using the channel of civil society to actually take these resources to the communities. And this was a very, very strong, case of collaboration and partnership with government, civil society, communities, and private sector. And going forward with HIV response, we would like to see these kind of things continue. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes, Augustin, Simplice, docteur Nigeria et Pa Abdou. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est rendu compte que durant l'arrivée de la pandémie de la COVID, nos États n'ont pas su utiliser l'existant qui était déjà là. Parce que, quelque part, après moi, je me suis dit, certes, peut-être ils ont paniqué, ils ne savaient pas, mais il y avait quelque chose qui était déjà construit par la société civile, par les structures sanitaires et autres. Aujourd'hui, vous allez dans nos pays, dans n'importe quel district sanitaire le plus reculé, on a la structure sanitaire,
on a les organisations communautaires qui gravitent autour de cette structure sanitaire. Donc, ce maillage du territoire, de nos territoires nationaux, était là et ça existait. Et bizarrement, quand la pandémie est arrivée, on a tout chamboulé. Les gens ont créé d'autres structures, d'autres comités. Et oubliant que dans cette même communauté-là, il y avait des spécificités qui ne pouvaient pas être réglées ni au niveau national, ni au niveau régional, mais au niveau local tout simplement. Et je prends juste l'exemple du VIH. Quand nos États ont instauré les couvre-feux, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait des gens qui avaient besoin des ARV, qui avaient besoin de se déplacer. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait des gens qui ont besoin d'aller contrôler leur tension, etc., d'aller prendre leurs médicaments, etc., etc. Et tout ça, ils ne l'ont pas du tout su exploiter. Et ça nous a posé énormément de difficultés au début. Et c'est pourquoi même quand on est arrivé à la deuxième étape de cette pandémie-là, quand il a fallu faire les injections et autres, la société civile qui avait déjà fait sa résilience sur sa capacité de mobiliser, de sensibiliser, de prévenir et tout ça, s'est dit, OK, nous on a fait notre rôle, on a sensibilisé, vous êtes venus maintenant avec vos comités, vos sociétés civiles et tout ça. Et donc, nous, on va vous laisser faire et on va vous regarder. Et c'est pourquoi dans certains pays comme le nôtre, à un certain moment, le président a dit que vous ne voulez pas des vaccins, je vais les offrir, etc., etc. Pourquoi? Parce que cette adhésion qu'il avait besoin de cette population-là ne pouvait pas passer parce qu'il ne passait pas par la bonne voie. Et donc, il est important que nos États souvent utilisent l'expérience des acteurs communautaires dans les pandémies antérieures, comme le VIH, pour pouvoir vraiment prendre en charge les nouvelles pandémies qui arrivent. Et ça, c'est important aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette contribution. Ici, s'il vous plaît. I'd like to thank the panelists for a very wonderful session, very insightful actually. I would like to address my question to the Nigerian panelists. My name is Ofiong from Nigeria. I'm very certain that during the COVID, I'm just going to be riding on what the last speaker said. There were lots of private sector engagement towards response for COVID-19 in Nigeria. And to the best of my knowledge, Coalition Against COVID, what we call CACOVID in Nigeria, had raised over 100 million naira in the fight against COVID. And I'd like to know what position the CSO took in partnership with the private sector. And then secondly, I also want to know what learnings you've had. You've highlighted a lot of learnings, no doubt, but then how well have you disseminated these learnings? How well are they documented for future responses? I would really like to know what strategies you've taken in addressing those issues. Thank you. Thank you very much for your question. I would say that for us, working in the HIV response, we've seen this happen in different ways, where it's as if, the HIV response is a siloed conversation. And so when things are happening, for general public health, initiatives, it's as if, the HIV people, they have their own money. And so it's not exactly integrated into bigger conversations. So I'm not aware of any civil society group within the HIV response that benefited, contributed, engaged with the 100 billion or million raised by private sector. And I also know very much that it will most likely be something that also has government influence, and it depends on who is driving it. So if this is driven by the national response, then you can see traction with the civil society within the HIV response. But otherwise, the siloed way of working that affects, the response and health response generally also impacts how civil society benefits from this kind of a fundraising or pooled resources to respond to COVID. Most of what we saw was our own donors coming in to, provide the support that we needed, or our programs we were already running, saying, let's pivot in this way. Since we can no longer do this kind of physical face-to-face meeting, can we use this kind of, this particular activity funds to channel into
providing this immediate response for our communities. In terms of lessons that we have learned, I would say that this kind of a space since COVID is really one of the few spaces that we have had to share, the lessons that we have learned. I'm not sure that we have sat down to convene ourselves to be like, let's sit down and document and share the lessons that we have documented. We also really have a problem with documentation, because even with the COVID pandemic, it was as if we rushed into action because it was an emergency. It would be later on that people would think about, what did we learn? It wasn't a documenting as the case as the things were happening. But it's a key point to raise about the fact that these lessons are important, especially from a civil society perspective. It helps us in our resilience. It helps us in pandemic preparedness and response as well. So we should always curate this kind of conversations so that we are able to learn and take back to our different countries as we implement. Thank you very much. Thank you. I think now we are on time. We have to stop here. I'm sorry. Pape, do you want to summarize? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous avons eu l'opportunité d'entendre les trois présentations de nos trois panélistes qui ont apporté leur expertise et leur expérience précieuse sur les interventions de la société civile dans la réponse au VIH, l'impact de la COVID-19 sur ces interventions et comment la société civile s'est organisée pour assurer la continuité des services communautaires au Togo, mais aussi au Nigeria. Des mesures de confinement aux restrictions de déplacement en passant par les perturbations des services de santé, la pandémie de COVID-19 a eu des conséquences importantes, nous l'avons vu sur les interventions de ces OSC. De plus, la mobilisation des ressources également a été affectée avec des réductions des financements et des mesures d'austérité dans plusieurs pays. Pour faire face à cette situation, donc la société civile au Togo et au Nigeria avec EVA s'est organisée pour assurer la continuité des services communautaires malgré les défis. Les organisations ont adapté leurs programmes en mettant en place des initiatives communautaires telles que la distribution des médicaments à domicile, la dispensation multimois, le dépistage communautaire et la sensibilisation et la formation en ligne. Des plateformes de collaboration et de coordination ont été également mises en place pour permettre aux organisations de la société civile de partager des informations, de coordonner leurs actions et de renforcer leur voix collective. Cela a permis de pallier les effets négatifs de la COVID sur les interventions dans la réponse au VIH et de maintenir la fourniture des services essentiels aux populations concernées. Merci beaucoup. Merci Pape pour ce résumé. Chers collègues, chers participants, je voudrais vraiment vous dire que pour continuer ce qu'on a commencé aujourd'hui, qui est important de partager l'expérience, utiliser aussi les différents réseaux que la SA va vous présenter, des présentations et autres, et garder aussi le contact pour échanger entre les pays les expériences. Regardez déjà entre l'expérience du Nigeria et du Togo, ce qu'on a pu saisir et apprendre, et aussi parmi les participants. Donc, il est très important qu'on partage nos expériences. Je voudrais vraiment féliciter les orateurs pour leur présentation. Merci beaucoup. Et aussi vous, les participants, pour votre écoute, pour votre présence et pour votre partage d'expérience. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci.